voilà à peu près comment on schématise les choses. Vous avez toujours, et dans les diapos que je vais vous montrer, vous aurez toujours la lumière à gauche, l'interstitium et le sang à droite. Je ne vous figure pas les vaisseaux. Et puis les cellules tubulaires. Donc on dit le pôle apical de cette cellule-là, le pôle basolatéral au contact de l'interstitium et du sang, et la majeure partie, sinon tous les canaux dont je vais vous parler aujourd'hui, sont situés sur la membrane apicale. C'est-à-dire que ce sont eux qui voient l'urine et qui réabsorbent les ions qui se trouvent dans l'urine pour les faire réintégrer le milieu interstitiel et le sang. Donc NKCC, voilà, sodium, potassium, de chlore. Évidemment, il faut en général une force motrice. Et la force motrice, c'est un gradient, et un gradient nécessite de l'énergie. Donc c'est de la NAK-TPase qui va consommer de l'ATP, mais qui va faire sortir du sodium et réabsorber de sodium. Et ça, c'est un canal passif, canal sans énergie. Ce sont des échanges. Là, en l'occurrence, il est unidirectionnel et il fait réabsorber deux cations, deux anions. Et puis le potassium qui est réabsorbé repart vers la lumière ou vers le milieu interstitiel par d'autres types de canaux. Voilà la physiologie qu'on a besoin de savoir. Qu'est-ce qui se passe quand on donne du furosémide? On bloque ce canal. Et si on bloque ce canal, on se retrouve avec une plus grande quantité de sodium dans la lumière. Et toute la question, c'est que va devenir ce sodium? Et qu'est-ce qu'on va en faire? Donc vous voyez, une molécule, une cible, votre canal, NKCC, mais s'appelle sodium, de chlore et un potassium. Alors, il y a un effet important à connaître qu'on appelle l'alcalose métabolique. Parce que vous allez voir tout à l'heure, quand on va parler d'hypokaliémie, on va avoir de l'hypokaliémie avec alcalose métabolique. Il va falloir comprendre comment les choses se mettent en place. Donc vous aurez deux mécanismes. Et dans le D, on va travailler un peu là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est que l'alcalose métabolique? L'alcalose métabolique, c'est que vous avez excrété plus de protons que vous n'en avez réabsorbé. D'où viennent ces protons? Ces protons, vous allez les trouver dans le tube collecteur cortical. C'est un échange. Et souvenez-vous, on va voir tout à l'heure ENaC, un canal. Canal sodé épithélial. E pour épithélial, Na pour sodium, C pour canal, channel. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous bloquez avec le Lasix la réabsorption de sodium, vous augmentez la quantité de sodium au tube collecteur, et là, le sodium va utiliser ces canaux sodés en échange de potassium, en échange de protons, par un autre mécanisme, pour être réabsorbé. Donc chaque fois que vous utilisez du Lasix, chaque fois que vous réabsorbez du sodium, chaque fois que vous bloquez la réabsorption de sodium, vous induisez une hypokaliémie. Pas du tout au même niveau, mais au niveau d'aval. Première chose. Vous le comprenez, ça, c'est bon? Deuxième chose, ce qu'on appelle l'hyperaldostéronisme secondaire à l'hypovolémie. Alors, il faut toujours le savoir, je vous ai dit, en cardio, vous avez un mécanisme régulateur à connaître par cœur, c'est ce qu'on appelle le baroréflexe. Ici, c'est une forme de baroréflexe, c'est-à-dire c'est une forme d'autorégulation permanente. Tout le temps, on en parlera. Hyperaldostéronisme secondaire à l'hypovolémie. C'est-à-dire que, vous avez baissé la volémie, souvenez-vous, 2 à 3 litres. C'est senti par l'appareil juxtaglomérulaire, libération de rénine, sécrétion d'aldostérone, réabsorption d'eau et de sel. Cette réabsorption de l'eau et d'eau et de sel, elle va se faire où? Au niveau du tube distal, terminal et du tube collecteur. ENaC, pareil. C'est-à-dire qu'on va réabsorber du sel en échange de potassium et en échange de protons. Donc si vous voulez, d'une certaine façon, on aura lié, j'aurais dû écrire, alcalose hypokaliémique, alcalose métabolique et hypokaliémie. J'aurais dû mettre les deux, parce qu'ils sont liés.
Donc retenez deux mécanismes. Un mécanisme tout simple, lié à la quantité de potassium, à la quantité de sodium qui arrive au niveau d'aval, et puis un mécanisme un peu plus compliqué. La deuxième notion, c'est la puissance de l'effet diurétique. Et ça vient d'une propriété qu'on appelle la disparition du gradient osmotique cortico-papillaire. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est que le gradient osmotique cortico-papillaire. Ça, c'est de la physiologie. Et puis, si on bloque la réabsorption de sodium, on bloque ce gradient et ça donne des moyens formidables de diluer les urines, ou de ni les diluer ni les concentrer, c'est-à-dire que la diurèse aqueuse devient très importante. Mais ça, vous allez comprendre. Alors voilà. Retenez bien, chaque fois dans mes diapos, il y a physiologie ou il y a pharmacologie. Là, on est dans la physiologie. Vous l'avez appris ça, hein, déjà. Hein, on vous l'a déjà raconté. Donc je vous le remets en mémoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la branche ascendante de l'anse de Henle, elle est imperméable à l'eau. Elle est perméable au sodium, puisque justement son NKCC, c'est un canal de réabsorption du sodium, mais elle est imperméable à l'eau. Donc en physiologie, en temps normal, l'urine descend dans l'anse, elle remonte, son sodium est réabsorbé, mais pas son eau. Qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle va être réabsorbée plus tard. Mais entre-temps, si vous réabsorbez plus de sodium que d'eau, qu'est-ce que vous allez? Vous allez augmenter l'osmolarité. On appelle ça l'hypertonie de l'interstitium médulaire. Et donc, comme ce système-là est un système qui est situé plutôt près de la papille et pas vers le cortex, on va dire qu'il va y avoir un gradient cortico-papillaire de sodium. Beaucoup plus de sodium ici que là. D'accord? Alors ensuite, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Quand l'eau va arriver avec une osmolarité beaucoup plus faible, puisque tout le sodium a été réabsorbé dans les tubes collecteurs, mais qu'elle va se trouver au contact d'un milieu interstitiel ici, en tout cas de l'interstitium médulaire, qui est très riche en sodium, l'eau va être très facilement réabsorbée. Il suffit d'ouvrir les petits canaux, qu'on appelle les aquaporines, vous avez appris ça, et l'eau va être immédiatement absorbée. Donc c'est un système qui est extrêmement puissant pour concentrer l'urine. Vous verrez dans vos bouquins, on appelle ça système à contre-courant. Je n'ai jamais très bien compris pourquoi on appelait ça à contre-courant, parce que c'est justement cortico-médulaire, on monte et on redescend, mais je trouve que c'est plus simple de le voir de manière transversale. Je vous ai rajouté un petit peu en bas, là, la vasopressine, celui au récepteur, des cellules du tube collecteur. L'AMP cyclique intervient, des kinases. On phosphoryle des aquaporines. Et qu'est-ce que sont ces aquaporines? Eh bien, ce sont des protéines de réabsorption de molécules d'eau. Vous avez eu un cours là-dessus, j'imagine. Vous avez tout ce qu'il faut faire là-dessus. Très bien. Donc, ça, c'est important quand même, parce que vous voyez qu'on a des canaux pour réabsorber des ions et on a des canaux pour réabsorber des molécules d'eau. Et la puissance de la réabsorption des molécules d'eau, elle va dépendre de tous les systèmes de contre-courant et en particulier de ce gradient cortico-médulaire. Alors on passe de la physiologie à la pharmacologie. Et à la pharmacologie, les diurétiques de l'anse, qui inhibent la réabsorption de sodium, vont bloquer cette hypertonie médulaire. En bloquant l'hypertonie médulaire, quand l'eau va arriver au niveau du canal collecteur, même s'il y a de l'aquaporine, il n'y a pas de gradient. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de gradient d'osmolarité entre ce qui est à l'intérieur du tube collecteur, relativement peu, et ce qu'il y a dans l'interstitium médulaire. Donc l'eau va avoir beaucoup de difficultés à être réabsorbée. Donc possibilité de concentration, possibilité de dilution annulée et diurèse abondante. Et la diurèse abondante, c'est une caractéristique typique du Lasix ou du furosémide. Faites un jour l'expérience
vous verrez ce que vous infligerez à vos patients. Moi, je travaille comme spécialiste d'hypertension. Je m'occupe relativement peu d'insuffisance cardiaque. Mes collègues cardiologues s'occupent plus d'insuffisance cardiaque. Et souvent, pour traiter l'hypertension, ils ont un peu la main lourde et ils leur donnent du Lasix. Nous, on ne leur donne jamais de Lasix à nos patients. Il faut vraiment qu'ils aient une insuffisance rénale très avancée. On leur donne de l'hydrochlorothiazide ou d'autres médicaments qui sont beaucoup mieux tolérés. Et si vous donnez un comprimé de 20 mg de Lasix à chacun d'entre vous, là, si je vous le donne, il est 1h moins le quart, eh bien jusqu'à 5h de l'après-midi, vous allez vous précipiter aux toilettes toutes les 20 minutes. Comment voulez-vous avoir une vie sociale dans ces conditions-là? Voilà. Donc vous voyez la puissance de l'effet diurétique du Lasix. Et effectivement, quand il y a une insuffisance cardiaque, quand il y a des états œdéma 2 importants, on arrive à faire perdre 10 litres d'eau à certains patients. Vous avez vu, hein, vous avez commencé les stages. Vous les avez commencé les stages? Oui. Hein, vous avez vu probablement certains patients qui arrivent ce qu'on appelle en anasarque, hein, avec un état œdéma 2 très important, de grande insuffisance cardiaque, droite et gauche. Eh bien, en quelques jours d'hospitalisation, on peut leur faire perdre 5 à 10 litres d'eau. Voilà, vous voyez, ça c'est la puissance de ces médicaments diurétiques. Ça va, c'est clair? Alors, on continue. Et une fois qu'on a parlé du sodium, du potassium, de l'eau, il faut toujours parler du calcium. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite différence entre thiazidique et lasilique sur le calcium. Et là, ces médicaments-là sont des médicaments qui vont excréter du calcium. Donc on va aller très très vite dans les mécanismes d'action. Excrétion de calcium par inhibition de la diffusion paracellulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Diffusion paracellulaire quand vous lisez ça dans vos bouquins. Ça veut dire simplement que vous avez entre les cellules, paracellules, entre les cellules, des systèmes de diffusion de vos cations, calcium, magnésium, sodium, qui vont diffuser suivant un dipôle électrique. Voilà, c'est toujours pareil. Hein, gradient de concentration ou dipôle. Calcium, magnésium, sodium. Et tout ce système en physiologie de réabsorption de sodium est un système qui crée un dipôle avec des charges négatives plutôt sur le pôle apical, positives, et négatives sur le pôle plutôt basolatéral. Qu'est-ce qui se passe quand vous bloquez ce système-là? Vous bloquez l'installation du dipôle, et si vous bloquez l'installation du dipôle, vous bloquez la réabsorption du calcium. En bloquant la réabsorption du calcium, on augmente l'excrétion de calcium. Voilà. Il existe des maladies caractérisées par une hypercalcémie, et donc le diurétique qu'il vaudra mieux choisir sera plutôt le Lasix que le thiazidique. Vous verrez qu'il y a un effet inverse. Donc les diurétiques de Lens inhibent NKCC, activent ROMCA, CLCKB, peu importe, diminuent la différence de potentiel au travers de la cellule tubulaire, diminue la diffusion paracellulaire et entraîne une excrétion de calcium qui se manifeste par une hypocalcémie. C'est dangereux l'hypocalcémie. L'hypocalcémie, ça peut entraîner des troubles du rythme et de la contraction et de l'excitabilité cardiaque.